Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Alors aujourd'hui, l'idée c'est de vous présenter notre plateforme Sandbox.io. On est très enthousiaste puisqu'on a travaillé pendant de nombreux mois pour créer le produit. C'est nouveau pour Elé, pour ceux qui nous connaissent. Et l'objet de cette présentation, c'est donc de vous introduire sur cette plateforme. Alors, avant de commencer, certains d'entre vous ne connaissent pas encore Elé. Je vais dire quelques mots sur notre entreprise. Je vais me présenter aussi. Donc, pour ma part, je travaille chez Elé depuis un peu plus de 6 ans. Un background SAM, consultant, tout simplement. Et puis, j'ai pris différentes fonctions dans l'entreprise. Et depuis 1 an environ, je suis en charge des équipes de développement, puisque le choix a été fait par Elé de créer cette fameuse plateforme qu'on va vous présenter. Maintenant, Elé, qui nous sommes, historiquement, on est d'abord une société spécialisée dans le conseil en software asset management. Un élément qui est important pour ceux qui nous connaissent, c'est que nous sommes indépendants. Nous ne touchons pas un seul euro de Microsoft, Oracle & Co. Et nous avons toujours eu de l'appétence pour de l'outillage. Nos valeurs et puis nos succès, si j'ose dire, peuvent se traduire de la façon suivante. On a été cité à 2 reprises par le Gartner sur le Market Guide. On a été attributaire du marché de l'État en tant que premier attributaire sur les services SAM. On travaille étroitement avec le SIGREF et puis on est assez content des études de satisfaction qui sont réalisées tous les ans. Et en l'occurrence, un taux de satisfaction client qui aujourd'hui est évalué à 98%. On est un pure player. On a pas mal de projets derrière nous, de très belles références, et on est très heureux justement de continuer dans cette direction. On développe des outils verticaux, on va le voir, et de l'outillage. Historiquement, notre offre, elle est d'abord basée sur le software asset management. Puis progressivement, on a élargi le spectre pour travailler sur le contract management, la négociation, le vendor management. Aujourd'hui, ce sont des offres distinctes. On va aussi vers la finance de l'IT et la facturation. Et naturellement, nos clients nous ont amenés à travailler sur le cloud et la gestion des clouds, la gestion aussi bien financière que la gestion un peu plus technique, SysOps, FinOps. Et aujourd'hui, cela compose l'essentiel de notre... Enfin, ce slide que vous voyez constitue notre offre au sens large avec l'arrivée de Sandbox. Les éditeurs que nous sommes amenés à traiter au sein d'Elé, comme vous le voyez dans ce diagramme, nous faisons beaucoup de projets sur Microsoft, sur Oracle, cela reste des éditeurs qui demandent beaucoup d'attention, SAP aussi, IBM. Ce diagramme traduit le fait que progressivement on s'est spécialisé sur les éditeurs complexes, les licensing complexes, et c'est là-dessus que nous avons travaillé et œuvré depuis de nombreuses années. Vous allez le voir, la plateforme Sandbox.io est dans cet esprit. Alors, j'ai fait une courte introduction sur Elé. Maintenant, l'objet de ce webinaire, c'est de parler de Sandbox.io. Je vous propose l'ordre du jour suivant. Le déroulé de cette présentation, c'est tout d'abord 20 minutes pour expliquer le fonctionnement de la plateforme. Ensuite, on aura 3 cas d'usage précis, métier, Software Asset Management, sur SQL, Windows Server, la gestion de true-up, et enfin un dimensionnement de licence sur Oracle Database. 3 cas d'usage qui seront joués en vidéo. On gardera un petit temps pour les questions-réponses. Vous avez sur votre droite, la droite de votre écran, une fenêtre de chat. Vous êtes libre de poser toutes les questions que vous le souhaitez durant ce webinaire. Si je peux répondre en live, je n'hésiterai pas. Sinon, j'ai 2 collègues à côté de moi qui pourront les trier, les garder au chaud et me les pointer dans le cadre d'une session de questions-réponses en fin de webinaire. Et on terminera par une petite conclusion. Au cours de cette présentation, je vous demanderai de répondre à 2 sondages successifs. Et enfin, en fin de présentation, il y aura une petite surprise. Donc, démarrons. Sandbox.io, de quoi parlons-nous? Tout d'abord, vous êtes libres tous d'aller visiter le site web. Il est en ligne depuis le 1er octobre. L'URL est pointée ci-dessus. On est sur un site qu'on appelle vitrine, visiteur,
dans lequel vous allez pouvoir comprendre le fonctionnement de la plateforme. Bien sûr, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Sandbox.io? C'est tout d'abord une plateforme Software as a Service dédiée au Software Asset Management. Cette plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? On est concentré sur des valeurs de calcul et d'optimisation de votre conformité sur les éditeurs complexes. On a vu tout à l'heure que nous travaillions historiquement et au quotidien beaucoup sur l'éditeur un peu compliqué. Eh bien, c'est l'état d'esprit de cette plateforme. Cette plateforme, elle calcule et elle optimise. Et pourquoi aujourd'hui, nous et les sociétés de conseil, on lance cette plateforme? Ça peut paraître nouveau vu de la fenêtre client, mais en interne, on a toujours eu cet ADN tourné vers l'outillage et la création d'outils et d'algorithmes. Donc ça, c'est pas du tout nouveau en interne. Par ailleurs, on a accompagné le virage vers l'outillage des outils du SAM auprès de nos clients depuis maintenant plusieurs années. On est très promoteur des outils, on y croit beaucoup. Il y a plein de belles choses dans l'étude du marché. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'apporter notre pierre à l'édifice dans ce spectre-là. Enfin, on a aussi des convictions et aujourd'hui, on est convaincu que les inventaires, la conformité, ça a été et ça reste en quelque sorte une douleur chez certains de nos clients. C'est compliqué. Maintenant, tôt ou tard, ça doit devenir une commodité. Et l'idée, c'est d'accompagner cette transition. Quelles sont nos valeurs et quels sont les bénéfices qu'on propose à travers cette plateforme? On l'a pensé pour être tout d'abord simple d'utilisation et facile d'accès, donc facile d'accès au sens pas d'installation. Tout se fait en ligne, directement depuis la plateforme. On a cherché à rendre les clients les plus autonomes possible, avec un cheminement qu'on espère le plus logique possible, le plus rapide, des pages les plus intuitives et ensuite une documentation profonde en cas de question. Bien sûr, la valeur de notre plateforme, ce sont des calculs de conformité, calculs fiables. Ceux qui nous connaissent savent que nous portons une grande attention à remettre à nos clients des chiffres précis, puisque ces chiffres-là ont parfois vocation à être utilisés en cas d'audit ou pour prévenir les audits. Des calculs fiables mais aussi optimisés, on y reviendra juste après. Et enfin, on offre à travers la plateforme un support classique, si ce n'est que ce support-là, il est assuré par nous-mêmes, consultants ailés dédiés au SAM. Et donc, l'idée, c'est d'offrir non seulement un support technique sur l'utilisation de la plateforme, mais aussi un support concrètement sur vos questions relatives à l'interprétation des résultats et aux règles de licence. Enfin, ailés, important de le signaler, nous sommes une société neutre, indépendante, et donc cette plateforme-là, elle est de nouveau dans cette lignée. L'offre Sandbox.io, comment est-elle composée? Elle a été pensée en services, en petits services, des verticaux très ciblés qui s'additionnent. Ce que vous voyez en vert foncé correspond aux services qui ont été mis en ligne début octobre, donc c'est très récent. Ce que vous voyez en vert clair correspond aux services, aux briques de services qui vont arriver prochainement. Concrètement, sur l'axe vertical, vous voyez la largeur de l'offre au sens famille de produits traités. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, nous traitons dans Sandbox.io SQL Server, Windows Server avec les produits associés tels que SCCM et les licences Core Infrastructure Server. Très vite, on aura Oracle Database et le middleware WebLogic. Et puis en fin d'année, on aura Office. Ça, c'est l'axe vertical. Sur l'axe horizontal, qu'est-ce qu'on propose en matière de conformité? Bien sûr, des calculs fiables et optimisés, une capacité à utiliser la plateforme pour faire du dimensionnement. Je teste les scénarios, je teste une infrastructure. Et puis, on va aller vers un petit peu plus loin sur la suggestion de plans d'action, de remédiation très vite. Vous le voyez, on a également en amont l'aspect discovery. Sur l'aspect discovery, je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard. On est capable de vous aider à vous interfacer avec des outils du marché. Ces services, comment sont-ils commercialisés et tarifés? Tout est public. Donc, vous pouvez vous rendre à tout moment sur sandbox.io. Vous aurez un menu grille tarifaire en haut à droite. Si je devais le résumer, on a pensé ces services sur deux plans tarifaires. D'une part, une offre à l'acte qu'on a appelée Access, une offre premium qui est un abonnement sur un an,
L'offre Access permet de réaliser une étude de conformité. L'offre Premium permet de réaliser autant d'études de conformité que l'on souhaite durant la durée de l'abonnement. Les prix se veulent particulièrement compétitifs puisqu'on va tarifer exclusivement au nombre de serveurs utiles. Vous ne payez pas pour tout votre parc, vous ne payez que pour ce que vous consommez, que pour ce que vous avez installé. Donc en l'occurrence, dans l'exemple, on a ici le petit curseur que vous pourrez déplacer sur le site pour évaluer ce que ça pourrait représenter dans votre entreprise. Pour 25 hôtes hébergeant du SQL Server, hôtes pouvant être un serveur physique ou un serveur virtuel, on est sur un tarif de conformité à l'acte de 699 € ou un abonnement à 1 390 € par an. On a le même mode de fonctionnement sur Windows Server, SCCM et SIS qui représentent une famille en tant que telle. Voilà, si vous êtes curieux, n'hésitez pas, on sera ravis d'apporter le cas échéant davantage d'explications sur cette tarification qu'on a cherché à rendre la plus lisible possible et la plus agressive. Je poursuis sur la façon dont on a pensé la plateforme. Sandbox.io, c'est 100% en ligne, je l'ai déjà dit, mais c'est important de mentionner que 100% en ligne, ça veut dire que vous faites tout le parcours de A à Z tout seul. Alors tout seul, on est là pour vous aider si vous avez des questions, mais concrètement, l'inscription se fait en ligne. Depuis Sandbox.io, vous avez le bouton qui vous permettra de vous enregistrer sur la plateforme. Si vous êtes enregistré, vous arrivez dans le site applicatif dans lequel vous serez invité à choisir les services que vous souhaitez consommer. Ces services-là, vous choisissez le palier. Vous pouvez payer directement en ligne. Le paiement se fait par carte bleue, par prélèvement ou par virement, si vous le souhaitez. Dans la foulée, une fois que le paiement est réalisé, le provisioning des projets de conformité est immédiat, directement sur la plateforme. Et si vous choisissez une offre à l'abonnement, vous pouvez même immédiatement inviter jusqu'à 5 collègues pour travailler avec vous sur le ou les projets de conformité. Concrètement, vous payez et vos collègues peuvent en profiter, sans surcoût. Et enfin, ça c'est la promesse, nous vous accompagnons de A à Z sur le support via un chat qui est préintégré à la plateforme et aussi via une documentation profonde directement en ligne. On veut rendre les clients autonomes, mais on veut aussi les aider à le devenir s'il y a des questions. Voilà pour les grands principes, on va dire, de Sandbox.io. Maintenant, concrètement, comment ça marche? Sandbox.io, on l'a pensé autour d'un fichier qu'on appelle le fichier box. Ce fichier box, c'est le pivot de tout ce que vous allez faire dans la plateforme. Ceux qui ont peut-être travaillé avec Elé connaissent un jargon qu'on appelait avant l'Hydra. Aujourd'hui, c'est le fichier box. Et ce fichier box, on l'a pensé en Excel. Pourquoi? Parce que d'abord, un Excel, tout le monde sait manipuler dans l'entreprise. On peut le faire circuler très facilement. On peut se l'envoyer par email si on a besoin d'avoir des compléments d'information auprès de collègues qui travaillent peut-être aux infrastructures en tant que DBA. Ce fichier Excel, ça nous permet de le restreindre à son strict minimum, de façon à ce que vous ne puissiez compléter que ce qui est absolument nécessaire pour réaliser un calcul. Ce fichier, on va le voir, il vous suit durant tout le parcours. Vous pouvez l'extraire, le réimporter, faire des allers-retours. C'est facile et c'est du coup d'autant plus simple de faire évoluer des positions si vous le souhaitez. Et enfin, ce fichier, on est capable de vous apporter une façon de le compléter de façon très simple. Globalement, les informations qui sont demandées sont faciles à recueillir et la plupart de nos clients savent compléter un fichier box. On peut également s'interfacer avec des outils tiers, notamment si on a besoin de le compléter à de fréquentes reprises ou sur des très grands périmètres. On va le voir juste après. Quelques mots sur le contenu de ce fichier box. Ce fichier box, c'est seulement 4 onglets. Les achats d'une part, les acquisitions, la description de votre infrastructure à travers le matériel, les serveurs physiques et la virtualisation, les VM. Et enfin, les instances. Donc, ce qu'on entend par instance, ce sont vos déploiements, ce que vous avez déployé sur vos serveurs. Au niveau acquisition, on va passer rapidement dessus, mais les informations qui vous sont demandées, vous pouvez les consulter ici. Elles sont assez simples à recueillir. On parle d'un type de licence, SQL Server Enterprise par exemple, en version 2017, une métrique,
bien sûr, puisque la licence est caractérisée par sa métrique. Donc là, en l'occurrence, ce serait du 2 cœurs. La licence est-elle maintenue ou pas? Et puis, on vous demande la quantité que vous avez acquise. Information importante, cette licence est-elle commercialisée encore? Oui, non. Vous est-elle accessible dans votre contrat? Ça, c'est un point qui vraiment fait la différence, puisque globalement, si on doit valoriser demain une non-conformité, ce qui ne serait pas cool, on le ferait exclusivement dans ce qui est une réalité du moment, une réalité terrain, à savoir qu'est-ce que vous devriez acheter. Au niveau matériel, encore moins d'informations à compléter, des informations assez classiques pour ceux qui sont dans le domaine des licences, des modèles de proc, le nombre de proc utilisés, le nombre de cœurs par proc, le tout étant vérifié par un catalogue qui est déjà présent dans la plateforme. Et puis, est-ce que ce serveur physique appartient à un cluster? Oui, non. S'il appartient à un cluster, on peut imaginer qu'il y a des VM dessus. Donc les VM, on les décrit également. Quel est le nom de la VM? Combien de cœurs virtuels? Est-ce que cette VM tourne sur un serveur physique standalone, auquel cas on peut compléter cette cellule ou on peut la laisser vide? Et si en revanche elle tourne sur un cluster, ce qui est assez fréquent, on renseigne le nom du cluster. 4 informations assez rapides à compléter. Les instances, les déploiements, très simple. Quels sont les produits déployés? Où sont-ils déployés? Le où correspond à cette colonne, nom du serveur. Et enfin, une information donc utile pour SQL, notamment le serveur plus cal, la métrique serveur plus cal est-elle autorisée? Pourquoi pose-t-on la question? Parce que si on répond oui, ça veut dire qu'on est capable de lister et de comptabiliser ces utilisateurs pour leur assigner une licence cal. Si on n'est pas capable, la plateforme pourra allouer des licences serveur plus cal, alors que dans les faits, vous ne savez pas combien de cal vous devez allouer. Donc on peut guider la plateforme pour lui dire oui, je saurais faire, non, je ne saurais pas faire. Si on répond non, la plateforme va s'interdire d'allouer des licences serveur plus cal pour éviter d'être confronté à une autre problématique plus tard. Voilà pour le fichier box, assez simple à compléter. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce fichier box? On a un cheminement en 3 étapes. Une étape où on collecte donc, on renseigne ce fichier et on le soumet sur la plateforme, première étape. Une deuxième étape dans laquelle on va disposer d'un résultat d'analyse de qualité de données et on va nettoyer le fichier box et itérer à plusieurs reprises, faire des allers-retours. Et on va le voir, c'est très simple. Et enfin, l'étape de calcul, la plateforme calcule, optimise pour vous et vous restitue un résultat de conformité. Le tout forme un projet, au sens sandbox. Un projet, c'est sur un périmètre donné, une famille de produits donnés. En l'occurrence, ici, ça peut être SQL Server APAC sur le 4e trimestre. Des projets, on peut en avoir plusieurs sur différentes plaques géographiques. Et d'un point de vue user interface, voici concrètement une capture d'écran. Voici à quoi ça ressemble. Alors, si on va un tout petit peu plus dans le détail sur chacune des 3 étapes, rapidement quand même, tout d'abord sur la collecte, il est important de mentionner que Sandbox.io n'embarque pas de fonction de discovery intrinsèque. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le discovery, c'est un métier. On a l'habitude chez Elé de travailler avec des providers d'outils de discovery. Dieu sait que c'est vraiment compliqué de proposer un discovery de bonne qualité. Il faut beaucoup d'investissement, notamment dans des catalogues, dans la reconnaissance de signature, entre autres. C'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, notre choix, c'est plutôt de compléter par nous-mêmes ce fichier box grâce à des outils existants, en capitalisant sur ce que vous avez dans l'entreprise, en se connectant avec des outils du marché. On va s'interfacer à base de connecteurs. Ces connecteurs ne sont pas encore aujourd'hui immédiatement proposés en ligne. Ils existent déjà, donc ils sont accessibles sur demande auprès du service client. Mais l'idée, c'est qu'on puisse très vite les mettre à disposition directement en ligne. Et puis, si ce fichier box est un peu compliqué à être complété, notamment sur des grandes organisations, nous, Elé, on peut recommander des discovery. On travaille beaucoup avec Snow Software qui dispose d'un outil qui fait beaucoup plus que le discovery et qui fait notamment de la conformité. En l'occurrence, sur les aspects discovery, on a réussi à interfacer Snow avec Sandbox à plusieurs reprises. Ça fonctionne très bien. Snow dispose
d'API sur son application, ce qui permet véritablement de faire en sorte que les deux applications communiquent très facilement avec un très haut niveau de qualité de données. Donc c'est un partenaire qu'on recommande. On a vu l'étape de collecte. Maintenant, quid de la qualité de données? C'est notre deuxième étape. Là, j'ai pris l'exemple d'une analyse de conformité sur laquelle on fait plusieurs itérations. L'analyse de qualité de données, chez nous, ce sont des indicateurs. Un indicateur global que vous voyez en haut à droite, 84,7% pour cette quatrième itération. Avant, on était passé par des qualités de données qui étaient encore moins bonnes. On avait commencé à 32, puis 40, puis 69,7. On a le détail de ce score. Quels sont les onglets qui sont bien complétés, quels sont ceux qui sont moins bien complétés. Et puis, au-delà de ces ratios, qui sont une première indication, ce qui est important, c'est que sur chacune des itérations, à tout moment, on peut télécharger via le petit bouton que vous voyez ci-dessus, le fichier box, le même fichier que vous avez importé précédemment dans l'étape de collecte. Et ce fichier box, on l'a retravaillé et on a surligné les erreurs, les anomalies et les incohérences qu'on a décelées. On vous pointe directement dans l'Excel avec des commentaires et avec un jeu de couleurs les anomalies constatées. En l'occurrence, Windows Server Data Center 2000, là, on vous dit que ça n'existe pas. Donc, il y a dû avoir un petit couac, mais on est soit sur une édition, je pense, Advanced pour Windows Server dans les années 2000, soit sur du standard. Donc, à vous de corriger ce fichier box. On vous guide pas à pas, et dès que vous avez corrigé, vous pouvez le resoumettre. Donc, vous refaites un aller-retour jusqu'à obtenir le plus haut score possible. Évidemment, on vous invite très fortement à viser le 100%. 100%, c'est s'assurer d'avoir une étape de calcul qui sera très, très fiable. Ne rien oublier sur le bord de la route pour ne pas se mentir en fin de parcours et avoir une vision de la conformité qui soit la plus claire et la plus réaliste possible. Ces allers-retours, là on en a fait 5 dans cette capture d'écran, sont tous inclus de façon illimitée, si j'ose dire, dans chacune de nos offres, aussi bien en offre Access qu'en offre Premium. En offre Access, on dit que vous ne payez qu'une analyse de conformité, mais là on n'a pas encore attaqué. L'analyse de conformité, on est sur l'étape amont, on vous aide à améliorer la qualité, et là-dessus, vous avez intérêt à itérer autant de fois que nécessaire pour vraiment produire un fichier de très grande qualité avant de passer à l'analyse de conformité. L'analyse de conformité, venons sur ce sujet. Là, je dois faire un point un peu technique, pardonnez-moi par avance, mais je dois vous parler de comment le moteur a été construit. On va distinguer deux cas. Ce cas-là qui pourtant se veut très simple, puisqu'on parle d'un data center avec un serveur physique qui héberge du SQL Server Enterprise 2008 R2, d'un cluster avec 4 serveurs physiques, 4 VM qui hébergent du SQL, mais différentes versions, un peu d'Enterprise 2008 R2, de l'Enterprise 2017, du standard 2008 R2, 2008. Et puis à gauche, on a sur étagère des licences de différentes natures, des licences SQL Server Enterprise 2008 R2 en métrique proc, des licences Enterprise 2017 en métrique de cœur, avec ESA. Le coût unitaire de la licence est indiqué dans ce schéma. Bon, concrètement, une allocation statique, ça consiste en quoi? On va chercher à licencier chaque cible, nos serveurs, qu'ils soient physiques ou virtuels, avec le type de licence qui s'y prête le plus naturellement. Ça donnerait cela. Ça veut dire que les procs 2008 R2, on va les mettre sur le serveur standalone, et là, on va utiliser deux licences, mais on en a une qui restera sur étagère. Les deux cœurs Enterprise 2017, on va les mettre sur le cluster, et là, on a besoin de 8 licences, donc il va nous en manquer une. Donc, on aura un petit déficit, mais quand même de une licence de cœur, à savoir 15 625 €. Ça, c'est l'allocation statique. C'est ce que font la plupart, si ce n'est tous les outils SAM du marché. C'est aussi ce que fait un auditeur, et c'est ce que fait un humain. À savoir, on va chercher à assigner les licences d'une façon la plus optimisée, certes, mais qui reste assez naturelle. Maintenant, si on est sur une approche dynamique et optimisée, je remets mes licences sur étagère, et là, on va passer sur des choses différentes, puisque on va faire quelque chose qui n'est pas naturel. On va assigner nos licences Enterprise 2008 R2 en métrique proc un peu sur les clusters. En l'occurrence, on va licencier 3 VM sur les 4 avec cette métrique. Nos licences de cœur, on va les utiliser pour licencier le serveur physique standalone. C'est pas naturel,
Mais à la fin, le résultat, c'est que, vous avez une licence sur étagère, et j'ai marqué 2000 €, mais c'est pas vrai, c'est une erreur de ma part. En fait, ce qui reste sur étagère, c'est une licence qui vaut 15 625 €. Donc vous avez mis plus d'argent, gardé plus d'argent sur étagère, et surtout, vous n'avez aucun déficit de licence. Donc là, on est vraiment sur une allocation qui vous permet de gagner de l'argent. C'est déjà assez compliqué, on l'a fait sur 2 types de licences, seulement un cluster et un serveur. Imaginez maintenant ce que c'est sur 100 serveurs, 1000 serveurs, avec un patchwork de licences très hétérogène. C'est très compliqué. Donc, on insiste beaucoup là-dessus parce que ça nous tient à cœur. On a énormément investi de temps, d'argent aussi. Et puis, c'est le fruit d'un long travail. C'est d'abord des maths. Donc, ces moteurs de calcul, ils ont été créés chez nous par des doctorants en maths sur des technologies d'optimisation combinatoire ou discrète, des algorithmes de recueil simulé, si ça parle à certains. Moi, je ne fais que répéter ce que j'ai entendu, mais je suis bien largué en maths par rapport à ces notions. Quoi qu'il en soit, la mise à jour de ces règles est continue dans l'outil, et à la fin, les résultats sont très, très marqués. Le cas que j'expose ci-dessous, c'est un cas réel. C'est pas une invention. On est évidemment sur un très gros périmètre. On avait une non-conformité valorisée à 78,9 millions € dans un outil du marché. Cet outil-là produisait une vraie photo. C'est pas un faux chiffre. Sauf qu'on avait mal alloué les licences. En l'occurrence, on avait fait la meilleure allocation possible avec un regard humain. Bon, lorsqu'on fait tourner Sandbox.io, on laisse l'outil décider et trouver l'optimum. Et en l'occurrence, la non-conformité, on n'est pas parvenu à l'effacer dans ce cas de figure, mais on l'a diminué à 7,1 millions €. C'est 91% de risque qu'on a effacé. Et ça, c'est une réalité. Et je terminerai sur la présentation de Sandbox par la fin de la troisième étape. En quoi consiste justement ce calcul et comment est-il restitué? On arrive sur une page, tout ce qui est de plus simple, qui vous expose si oui ou non vous avez un risque. En l'occurrence, là j'ai pris le cas de figure précédent où on était parvenu à mettre sur étagère une licence, donc pas de risque de conformité, une licence restante, une licence type SQL Server Enterprise en métrique de cœur avec maintenance, et vous avez même la possibilité de télécharger le fichier Excel qui vous restitue ces résultats avec le détail des allocations. On arrive au terme de cette première partie sur le fonctionnement de Sandbox.io. J'ai envie de vous proposer un petit sondage, un court sondage où je vais vous poser 2 questions et vous allez pouvoir y répondre directement à droite de votre écran. Des questions sur vos pratiques et votre rapport, on va dire, à l'outillage. Je vous laisse le soin de lire. Je vois les chiffres en temps réel qui bougent, et puis je vais mettre un terme à ce sondage, comme ça vous verrez vous-même directement les résultats. Voilà, je vais arrêter cette première question. Vous pouvez, je pense, visualiser maintenant les résultats. La plupart d'entre vous réalisent une étude de conformité une fois par an. On a un tiers quand même qui le fait plusieurs fois par an, et puis 18 plus 6%, moins d'une fois par an. Merci. Deuxième question. Pour ceux qui réalisent des études de conformité, donc pas les 7% qu'on a vu, mais les autres, comment faites-vous? 5 possibilités. Manuellement, avec un outil et un retraitement, ou avec du service. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et je vais clore le sondage. Je vois que les chiffres bougent encore un peu. Allez, je clôt le sondage. Vous allez voir apparaître les résultats. 37% le font avec le support d'une société spécialisée. Alors,
la question est peut-être un peu imprécise parce que ça veut dire aussi que cette société peut s'appuyer aussi sur un outil existant peut-être chez le client. 16% le font intégralement dans l'outil, 11% avec un outil mais en retraitement, et 26% ne sont pas outillés et réalisent ces études en Excel. Merci pour ce premier sondage. On va passer maintenant à la démo. Et pour cette démo, on va vous présenter 3 cas d'usage. Un cas d'usage sur la gestion préventive dans l'audit SQL, un cas d'usage True Up Windows Server et le dimensionnement de licence sur Oracle. Alors ce sera une démo enregistrée. Je parle beaucoup, donc sinon on aurait dû prévoir 1 heure de plus. Donc là j'ai essayé d'être le plus concis possible et je vous lance directement la vidéo. Alors on va démarrer au début. Donc nous attaquons notre premier use case sur SQL et en l'occurrence la gestion préventive d'un audit. Audit qui est peut-être déjà déclaré ou qui peut survenir dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et on va voir comment la plateforme Sandbox.io peut nous aider. Donc, en l'occurrence, on doit tout d'abord parler de périmètre. Dans le cadre de cet exemple, on va prendre un périmètre de l'ordre de 10 000, une entreprise de 10 000 salariés pour environ 1500, 2000 serveurs. Et sur ces 1500, 2000 serveurs, on a précisément 178 installations base de données SQL qui nous intéressent. Qui elles-mêmes tournent sur 148 VM, réparties sur 47 clusters, et ces 47 clusters sont formés par 136 serveurs physiques. Donc là, on parle d'un patrimoine qui est conséquent. En face, on est parvenu à rassembler 564 licences de toute nature, depuis les versions 2000 jusqu'aux versions 2017, des licences Enterprise, standard, même du data center lorsque ça existait pour SQL, des métriques un peu hétérogènes, du processeur, du 2 corps, du serveur Pascal, parfois avec software assurance, parfois sans software assurance. Et sur ce patrimoine et cette vision d'ensemble, si on doit utiliser Sandbox.io à titre d'info, on serait sur le plan Access à 2290 € et sur le plan Premium en abonnement à 5590 € par an. En l'occurrence, ce serait la deuxième formule qui nous intéresserait, puisque là, on va le voir, on va faire 2 analyses de conformité. Alors, je vais commencer par me loguer en tant que client. En tant que client, puisque nous, on a des accès privilégiés, et là, en l'occurrence, avec un email client, c'est ce que les clients visualisent en arrivant sur la plateforme. Donc là, la plateforme est vierge pour commencer, et on peut immédiatement créer un nouveau projet qu'on va appeler SQL Audit. Je choisis la famille de produits SQL. Et je vais immédiatement, là je suis sur le premier écran où je peux soumettre mon fichier box, et je vais immédiatement aller chercher mon fichier box qui a été préalablement complété pour cette démo pour gagner du temps. Et on va le voir, le fichier box est très propre puisque on va avoir une qualité de données excellente, à 100%. On peut lancer l'analyse de conformité et avec ce que je vous ai décrit, le moteur va chercher à optimiser l'allocation des licences. Donc là, en l'occurrence, on est sur un véritable patchwork des deux côtés, côté achat, mais aussi côté déploiement, puisqu'on a déployé sur des environnements très hétérogènes, des petits clusters, des gros clusters, des éditions assez variées, des éditions qui sont mélangées entre les clusters. Donc là, on a un vrai travail très rigoureux d'allocation qui est fait par la plateforme. Et en l'occurrence, la plateforme va probablement jouer avec les règles, notamment la fameuse règle de license mobility pour ceux qui connaissent, qui permettent de licencier à la VM et non pas nécessairement à l'ESX ou au cluster. Et cette règle peut parfois s'avérer intéressante, parfois non. Donc là, mauvaise nouvelle, on a une non-conformité de 2 721 500 €. Il faut savoir que ce chiffre, même s'il est évidemment pas très cool, c'est déjà un chiffre qui est optimisé. Le moteur a déjà procédé à la meilleure allocation possible des licences. Sur cette même infrastructure, si un auditeur
devait réaliser la même étude avec les allocations statiques, on serait très probablement à 10 millions, voire plus. Donc là, on a déjà, entre guillemets, économiser du risque. Maintenant, ça reste quand même un chiffre qui est pas cool. On peut le voir ici, on a une utilisation des licences qui révèle qu'on a investi dans des licences SQL Server depuis plusieurs années. Le montant total de ces investissements, en prenant notamment en compte des valeurs nettes résiduelles, une certaine obsolescence du coût de ces licences, de la valeur, est estimé à 2 698 000 euros. Mais 2 698 000 euros, si on les met en regard des 2 721 000 euros qui constituent notre déficit de licence, on se rend compte qu'on a quasiment autant à réinvestir. On a très peu de licences restantes, c'est cette part-là, qui est estimée à 36 000 euros. Et ces 36 000 euros se répartissent comme suit. Bon, maintenant, ces licences-là, malheureusement, on n'est pas parvenu à les utiliser. À aucun moment, elles ne sont utiles dans la configuration actuelle. Et le risque de conformité, il est sur des licences qui sont aujourd'hui évidemment commercialisées, du SQL Server Enterprise 2017 en métrique de cœur, sans software assurance, avec software assurance, du standard, sans software assurance, avec software assurance. Et les montants sont élevés puisqu'il nous manque beaucoup de licences, 67 en l'occurrence sur l'Enterprise, avec SA, 319 sur le standard. Ces chiffres-là, j'insiste, sont déjà optimisés. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec Sandbox.io lorsqu'on est dans cette configuration? Il y a un deuxième travail d'optimisation qui peut exister, notamment sur les infrastructures. Bon nombre d'entre vous connaissent cela. Donc il s'agit de travailler avec les opérationnels DBA et infra pour, on va dire, aménager son infra et notamment jouer sur la position des VM et la position des VM dans les clusters. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 47 clusters. Si on les étudie un petit peu, on se rend compte qu'il y a 7 clusters parmi ces 47 qui sont très puissants, plus puissants que les autres, et qui peuvent donc potentiellement héberger plus de VM. Dans ce cas-là, on va essayer de rassembler les VM sur un nombre limité de clusters pour tâcher d'optimiser sa consommation de licence. On va revenir un pas en arrière et on va soumettre un nouveau fichier, donc un nouveau fichier box sur une infrastructure aménagée, et on va relancer la qualité de données. Alors évidemment, c'est un fichier qu'on a travaillé en amont. Ce fichier-là, il peut très bien faire l'objet d'une simulation, ça peut être une projection, mais ça peut aussi être le résultat de travaux conduits justement avec les infras. Et l'idée, c'est maintenant de visualiser ce que peut recalculer le moteur dans cette nouvelle configuration. Dans tous les cas, le moteur va de nouveau chercher à trouver l'optimum de licence. Avec une reclusterisation, si j'ose dire, le moteur va continuer à utiliser la license mobility lorsque c'est opportun, mais pour SQL, lorsqu'on a concentré pas mal de VM, il va tâcher aussi de licencier au cluster directement, au cluster physique. Et là, ça peut nous faire économiser pas mal de licences en termes de consommation. On l'a vu tout à l'heure, la plateforme a déjà tourné sur une première conformité. Là, on est en train de faire notre deuxième itération de conformité. Tout à l'heure, ça a pris à peu près 1 minute pour calculer. J'insiste sur le fait que le patrimoine est quand même relativement conséquent pour du SQL. Et au-delà du nombre de serveurs, c'est surtout les nombres de combinaisons que le moteur est en train de tester qui prend un peu de temps. Dans quelques secondes, on aura le résultat. Voilà, donc la bonne nouvelle avec les travaux d'infrastructure que nous avons conduits et toujours en optimisant l'allocation via une allocation dynamique, cette fois nous sommes parvenus à effacer la non-conformité, plus de déficit de licence. On a même réussi à mettre un peu plus de licences sur étagère que nous n'en avions précédemment. On peut regarder ici le nombre de licences requises, consommées, les licences possédées. Et on se rend compte que les chiffres sont quand même très proches à chaque fois, donc on est vraiment sur une allocation optimale des licences. Et avec notre
nos travaux de reclusterisation, on est parvenu à effacer complètement cette non-conformité. L'audit peut survenir, on peut dormir sur nos deux oreilles. Et si l'audit survient, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement remettre à l'auditeur un fichier d'évaluation. Ce fichier d'évaluation, c'est certes la version Excel de ce que vous voyez ci-dessus, mais ça comprend surtout une explication des allocations. Je vais l'ouvrir. Et dans l'onglet Target, cible, on a sur chacune des cibles, en l'occurrence beaucoup de serveurs hardware, puisque comme je vous l'ai dit, le moteur a cherché à licencier plutôt les clusters désormais, les gros clusters. Sur ces cibles hardware, le moteur a positionné des licences, parfois des licences cœur, parfois des licences proc, en fonction de ce qu'il avait. Ce fichier-là peut être sereinement remis à un auditeur. Voilà pour ce qui est de notre premier use case. On enchaîne par notre deuxième use case. Donc, dans ce deuxième use case, il s'agit de gérer les TrueUp Windows Server. En l'occurrence, ici, on va parler d'une société avec 3 filiales, une filiale France, une filiale Espagne, une filiale Italie. Et de la même manière, on va voir dans quelle mesure Sandboxio peut nous aider. Donc là, je suis logué en tant que Damien Juillard. Mettons que je travaille au niveau du groupe et j'ai envie de gérer mes TrueUp sur les 3 périmètres. Donc je vais commencer par créer mes projets que je vais appeler Windows Server TrueUp Espagne, Windows Server. Je vais créer un deuxième projet Windows Server TrueUp Italie, toujours sur Windows Server. Et je vais créer un troisième projet Windows Server TrueUp France, toujours sur Windows Server. Le périmètre dont on parle, là en l'occurrence, ce sera un petit périmètre. Contrairement à SQL, on a choisi de prendre peu de serveurs, une quinzaine de serveurs, une quinzaine d'installs, du Windows Server sur Standard et Data Center. Des éditions quand même assez variées depuis la version 2003 jusqu'à la version 2016 et édition donc Standard Data Center. Et un petit peu de System Center également. Alors, le premier bénéfice sur ce cas d'usage, c'est qu'on va pouvoir tout simplement partager son espace projet. Donc en l'occurrence, on va sur un espace projet, on clique sur le nom de l'utilisateur et là, on peut partager auprès de ses collègues que j'ai préalablement invités. Donc en l'occurrence, si j'ai envie de réaliser une gestion décentralisée de mes TrueUp, puisque je considère que chaque entité doit être responsable de ses licences et bien les gérer, je peux tout simplement donner la main à mes collègues. Donc sur l'Italie, je donne la main à Stefano. Sur l'Espagne, je donne la main à Ricardo. Et sur la filiale France, je donne la main à Thierry. Je conserve la vue sur chacun des 3 projets et je peux continuer à réaliser moi-même mes analyses dans chacune de ces tuiles. Mais en l'occurrence, si je suis Ricardo, par exemple, je suis logué ici en tant que Ricardo, on vient de me partager un projet, je rafraîchis et je vois le projet Espagne apparaître. Je peux moi-même réaliser l'étude de conformité sur ce projet Espagne. Je vais le faire tout de suite. Je vais aller chercher mon fichier TrueUp, Windows Server Spain. Donc un fichier TrueUp, en l'occurrence, de quoi s'agit-il? C'est les licences qui me sont assignées, moi en Espagne, mes propres licences ou les licences que j'ai pu hériter du groupe, et les serveurs que je gère sur mon périmètre. Donc là, pour gagner du temps, on a créé des fichiers projets à nouveau
qui sont de très bonne qualité, 100%, et on peut directement passer à l'analyse de conformité pour vérifier si oui ou non, en fonction de ma consommation, j'ai assez de licences et si je dois régulariser en faisant un true-up. En l'occurrence, bonne nouvelle, pas de risque de conformité, j'ai un tout petit périmètre, je consomme 16 licences Windows Server Standard 2016 en métrique de cœur avec maintenance, j'en possède 27, j'en ai 11 sur étagère. Très bien, pas de problème pour l'Espagne. Qu'en est-il de mon collègue italien? Sur l'Italie, je fais le même procédé. De nouveau, je fais ce cheminement pour montrer qu'on peut réaliser une gestion décentralisée, mais si en tant que SAM Group, par exemple, je veux réaliser pour le compte de ces analyses, je peux le faire directement de ma plateforme. Je vois aussi toutes les analyses qui sont réalisées par mes collègues à distance. Donc j'ai une vision d'ensemble de la situation. Pour l'Italie, que se passe-t-il? Même principe, analyse de qualité de données, puis on passe à la conformité. Et là, petit hic, je consomme 24 licences System Center Standard 2016, j'en possède 12, donc il m'en manque 12. Donc cette vision me permet de dire que si je suis en période de true-up, je dois, selon mon contrat Microsoft, passer une régularisation de 12 licences System Center Standard 2016. Je termine avec la France. Je processe mon analyse sur la France. Qualité de données à 100%. Et je suis conforme, je n'ai pas de true-up à passer. Je n'ai pas de true-up à passer, donc si on résume, Espagne, ok, Italie, 12 licences System Center manquantes, standard, et en France, on est bon. Maintenant, je reviens sur la mire en tant que Damien Juillard de Sam Group, on va dire. Je peux visualiser ce qu'a fait mon collègue Thierry. Et en l'occurrence, je peux remarquer que Thierry possède 20 licences System Center Standard 2016, que mon collègue italien, lui, est en défaut de 12 licences. Donc je peux tout à fait imaginer passer un transfert de licence, auquel cas je soumets un fichier France qui est revisité après transfert, où je vais défalquer les 12 licences manquantes pour les Italiens, puisque je vais leur donner. Donc là, on va arriver sur une situation où de 20 licences sur étagère, je ne vais plus en avoir que 8 au niveau France. Voilà, je suis tombé à 8. Et à contrario, si je reviens sur mon projet italien, je peux choisir de soumettre un fichier box dans lequel j'ai réassigné les licences, les 12 licences françaises sur le périmètre Italie. Et là, bonne nouvelle, l'Italie va passer en conformité, pas trop à passer. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a deux bénéfices dans une gestion de true-up comme celle-ci. D'une part, cette gestion de true-up, elle est décentralisée, ce qui permet de véritablement responsabiliser les relais SAM en local ou en région. Ça, c'est possible grâce à la fonction de partage. Deuxième bénéfice, si on a une vision d'ensemble, on est capable de voir ce que chaque entité doit passer comme true-up, mais on est aussi capable de mettre un holà
et de proposer des réallocations de licences inter-entités si cela est au bénéfice du groupe. Voilà. Là, on était sur un tout petit périmètre. À titre info, on était sur le premier palier, donc à 499 euros en mode access ou à 890 euros en mode abonnement. Voilà pour ce deuxième use case. Et enfin, je vais terminer par un troisième use case plus rapide, un use case Oracle cette fois. En l'occurrence, j'ai besoin de savoir ce que va consommer en termes de licence une nouvelle application qui doit être déployée. Donc là, je vais me loguer tout d'abord en tant qu'élé, exceptionnellement, puisque Oracle est un produit que nous allons sortir sur la plateforme le 9 décembre. Je suis à même d'en bénéficier en avant-première en tant qu'élé. Je vais appeler ça simulation Oracle. Je crée mon projet. Je vais aller choisir mon fichier box. Même principe que précédemment. C'est un fichier de dimensionnement. Je veux tester. Que se passe-t-il si... Là, en l'occurrence, je suis sur un monde qui est un peu nouveau. Je suis sorti de VMware. Je suis passé sur l'environnement Unix. J'ai déployé une base de données avec des options sur une partition d'un PowerSet IBM. C'est assez compliqué le monde IBM Unix, en l'occurrence avec le shared pool processor, une partition non capée. Bref, c'est assez difficile de s'y retrouver. Là, on voit un écran intermédiaire qui me permet de paramétrer la façon dont je veux dire au moteur de calculer les licences Oracle. Pourquoi cet écran? Parce que tout simplement, Oracle est peut-être un peu moins clair que d'autres éditeurs sur la gestion des licences. Et vous avez sans doute entendu parler dans le monde VMware d'un licensing au cluster, au vCenter, en fonction des versions de vCenter 5.1, 5.5, 6. Le Live Partition Mobility pour IBM, ce qu'on a choisi de faire, c'est tout simplement de proposer des règles par défaut, des règles marché qu'on peut visualiser, mais aussi de permettre aux clients qui ont des spécificités contractuelles de les paramétrer. En l'occurrence, sur cette simulation, j'arrive à un besoin en licence estimé à 858 000 euros. On est en price list Oracle. C'est peut-être que 300 ou 400 000, mais ça reste un montant qui est extraordinaire. Et pourquoi un tel montant? J'ai mis un possédé à 0, évidemment, parce que je veux faire une simulation de licence. En l'occurrence, je déploie 3 options, que sont Tuning Pack, Diagnostic Pack, Advanced Compression, qui doivent être licenciées à la même hauteur que le moteur de base de données Oracle Database. On parle de 12 licences consommées, c'est le fruit du calcul de la plateforme, et évidemment quand on rapporte ça au montant financier, cela fait une somme qui est considérable. On peut modifier le fichier Oracle, le refaire tourner, et visualiser si oui ou non on est capable de diminuer cette consommation de licences. Me voici de retour. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, je viens de constater que on ne voyait pas ma souris sur la vidéo, donc je m'en excuse. J'espère que c'était quand même pas trop compliqué à suivre. Par ailleurs, il y avait des écrans en français, en anglais. La plateforme est évidemment traduite, donc en fonction des use cases que j'ai traités, j'étais dans une des deux langues. On reprend quelques secondes, s'il vous plaît, pour recueillir quelques avis. Donc, je vous soumets un nouveau sondage, en l'occurrence, 3 questions rapides. Et puis ensuite, on passera aux questions. Il est déjà 11h55, donc on va tâcher d'aller un peu plus vite. Première question, vous pouvez voir le sondage sur votre droite. Donc, aujourd'hui, on a 2 produits sur la plateforme. Oracle arrive le 9 décembre. On a pas mal d'algorithmes qui sont déjà codés, établis au sein d'ELE. Les mettre dans Sandbox.io requiert un effort complémentaire. Nous sommes preneurs d'une priorisation de votre part. Donc, petit sondage pour savoir ce que vous aimeriez avoir dans Sandbox.io à court terme. Je vous laisse encore quelques secondes.
Donc à court terme, on a trois éditeurs qui se dégagent, Office 365, IBM PVU et VMware. C'est entendu. Deuxième question. On a parlé des familles de produits qu'on allait mettre prochainement dans Sandbox.io. On vous l'a dit, on a aussi envie de faciliter le travail pour compléter le fichier Box, notamment dans des grandes organisations. On va parler de connecteurs ou d'interfaces. On a déjà eu l'occasion de travailler pas mal avec ce genre d'outils ERP. En l'occurrence, on vous propose ici une liste de connecteurs avec lesquels on a déjà travaillé. Quels sont ceux que vous aimeriez voir en priorité sur la plateforme? Fin de cette question. Donc on voit qu'il y a 3 outils qui se dégagent. SCCM, sans doute pour les clients qui ne sont pas encore outillés d'un point de vue SAM, et puis parmi ceux qui a priori ont un outil SAM, Snow Software se dégage et Aspera SmartTrack en deuxième position. Dernière question sur ce sondage. Au sein d'un même projet, j'ai oublié un mot, au sein d'un même projet Sandbox.io, seriez-vous intéressé par davantage de fonctionnalités? Lorsqu'on vous a présenté le slide de roadmap, on vous a dit qu'on allait travailler la partie plan d'action. Au-delà de l'optimum d'allocation des licences, on a aussi des belles choses à faire quand on travaille l'infrastructure. C'était le use case numéro 1. Lorsqu'on reclusterise SQL, on peut faire chuter une non-conformité. Il y a des choses qu'on peut proposer de façon automatique, donc ça, on va s'y atteler. Maintenant, il y a encore d'autres use cases. Vous êtes en train de les lire et de répondre. Je clôt ce sondage et là, c'est très marqué. Vous êtes 70% à vous intéresser au calcul de conformité dans le cloud. C'est un très bon indicateur pour nous. Merci, merci beaucoup. Je reprends la suite et la fin de la présentation. On a vu les cas d'usage. Merci pour le sondage. Il s'agit de passer maintenant aux questions-réponses. Donc, durant cette heure, vous nous avez posé plusieurs questions. Alain, qui est à côté de moi, a répondu à certaines d'entre elles. Merci. Si je les reprends très brièvement, la gestion des true-up en mode souscription avec ce qui doit être décommissionné. Alors, les licences en souscription, il vous appartient de les compléter correctement. Sont-elles toujours maintenues ou la souscription a-t-elle été arrêtée? Ça se complète dans le fichier Box. Le serveur, vous pouvez faire des simulations. Donc, si vous avez une vision du décommissionnement à venir, vous pouvez faire réaliser 2 projets de conformité, un projet avant décommissionnement, un projet après. Et en fonction de ça, vous aurez votre réponse sur les true-up. Il y a eu 2 questions sur ce qu'on pourrait appeler notre capacité à opposer les résultats Sandbox auprès des auditeurs. D'une part, comment les expliquer? D'autre part, l'outil est-il certifié? Alors, comment les expliquer? On a le petit Excel de restitution dans lequel vous avez l'ensemble des allocations, et sur chacune des allocations, vous pouvez connaître la règle Microsoft qui a été utilisée. Cette règle-là, c'est celle qu'on a lue comme vous dans le Terms. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on puisse afficher une totale transparence sur les allocations, et c'est un fichier qu'on vous invite et qu'on vous encourage à remettre à l'auditeur. On a remis plusieurs dizaines de fichiers comme ceux-ci auprès d'auditeurs dans différents contextes. Très souvent, je vous le dis, on ne trouve pas les mêmes résultats qu'eux, dans le sens où nous, on trouve, grâce à Sandbox.io, une allocation qui est plus optimisée. Maintenant, à aucun moment, on s'est fait, on va dire, déjuger sur l'application ou la mauvaise application d'une règle Microsoft. Pour autant, et ça répond à la deuxième question, nous ne sommes pas certifiés Microsoft, ou même nous ne sommes pas certifiés Oracle. Ça, c'est un choix de l'entreprise. Nous sommes neutres, indépendants, et notre volonté, c'est de rester indépendant de ces éditeurs pour pouvoir avancer sereinement. Enfin, une question sur MSDN à l'instant. Est-ce qu'on gère les licences MSDN dans Sandbox.io? Je vais plutôt répondre non, au sens où MSDN nous permet de licencier donc des environnements SQL en mode développement. En l'occurrence, lorsqu'on fait un calcul de conformité,
L'idée, c'est plutôt d'extraire ou de retirer les installations en mode dev sur lesquelles vous avez une licence MSDN, de façon à n'appliquer le calcul que sur les environnements de production, ou en tout cas les environnements de dev, pardon, où vous n'auriez pas de licence MSDN. Le licensing MSDN en lui-même est relativement simple. Qui utilise? Est-ce que cet utilisateur a un MSDN? Oui ou non? Voilà pour les quelques questions. Je ne sais pas si je les ai toutes parcourues. L'heure tourne. Je voudrais maintenant conclure et aborder un point important qui est la sécurité. On propose une plateforme en ligne. C'est du software as a service. Maintenant, on est très conscient que on ne plaisante absolument pas avec les données du client. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Cette plateforme, du coup, on l'héberge en France, chez OVH. Les données ne sortent pas de France. Tout est chiffré, aussi bien les transferts de données via bien sûr les protocoles SSL que les disques sur lesquels on héberge les données. Les disques sont chiffrés via un protocole qui est validé par l'ANSI, en l'occurrence un TrueCrypt 7.1a, si on veut aller dans le détail. Et on n'est pas sur une infrastructure cloud publique, j'insiste, on est sur des serveurs dédiés qui sont hostés chez OVH. Par ailleurs, d'un point de vue applicatif, on suit les recommandations d'OWASP Top 10. OWASP, c'est une norme désormais qui émet des recommandations très précises techniques sur comment sécuriser une application web. On suit le Top 10, qui est un peu la norme en termes de garantie de sécurité. Par ailleurs, on a, juste avant le lancement de la plateforme, fait faire une prestation de test d'intrusion qui, fort heureusement, s'est révélée négative au sens où l'intrus n'est pas parvenu à rentrer. Ça, c'est pour la sécurité. Si je devais conclure vraiment rapidement sur les situations, et quelque part où Sandbox.io apporte un bénéfice, Sandbox.io, je dirais qu'en 3 points, d'abord, ça peut vous permettre de vous rassurer sur un calcul existant. On fait un check via l'offre Access ou l'offre Premium. Ça peut vous permettre d'optimiser une position de conformité qui est déjà établie, via notamment une allocation optimale, optimiser en extractant les données d'un outil, en les processant dans Sandbox. Et on a aussi, avec les connecteurs, une capacité à réimporter non seulement les résultats, mais aussi les allocations de licences dans les outils. Et enfin, ça peut tout simplement être un outil à part entière pour ceux qui n'ont pas encore acheté l'outil et qui ne souhaitent pas s'outiller avec un outil, on va dire, plus large. Comme toute offre de lancement qui se respecte, c'est ma petite surprise. Je vous ai invité tout à l'heure à aller vérifier, à aller consulter la grille tarifaire Sandbox.io. Pour vous remercier de votre attention durant ce webinaire, nous vous proposons une offre de 50% de remise jusqu'au 15 novembre. Donc concrètement, en quoi ça consiste? Vous allez sur Sandbox.io, vous vous inscrivez, et si vous passez commande avant le 15 novembre, vous nous faites un petit message sur le chat et on vous proposera cette remise. Merci. Je termine ce webinaire par un petit message auprès de mes collègues qui m'ont quand même aidé à lancer la plateforme. Frédéric, notre CTO, Valentin, Cédric, Nicolas et Théo, bien sûr, et puis tous les consultants qui finalement nous aident à comprendre les règles, à les implémenter dans cette plateforme, et ce n'est qu'un début, j'espère. Si vous avez encore quelques minutes à nous consacrer, j'ai un dernier sondage, mais qui est plus un sondage en sens questionnaire de satisfaction, et je serai ravi de recueillir vos réponses sur le déroulé de ce webinaire. Merci à tous.